merci beaucoup à tous de vous connecter aujourd'hui pour un nouveau Maestrix. Aujourd'hui, on va discuter avec Emmanuel de former ses collaborateurs à l'agilité, comment s'y prendre. Un sujet qui est vraiment au cœur des problématiques de beaucoup d'entreprises. Et pour co-animer ce webinaire avec moi, il y a Zoé Talon que je laisserai se présenter juste après. Moi, d'abord, je vais vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on organise cet événement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Flavie. Je m'occupe d'organiser les Maestrix. Les Maestrix, c'est donc ces meet-ups, ces webinaires, soit en ligne, soit en présentiel. Tous les mardis, pendant 1 heure, on interviewe un expert ou une experte qui nous parle de son métier, qui nous parle de son quotidien et en fait, qui nous transmet un petit peu ses tips, ses conseils, comment s'y prendre, c'est quoi les qualités qu'il faut cultiver, comment est-ce que on fait pour toujours se remettre en question et se sentir bien et se sentir performant dans son job. C'est vraiment le but de ces échanges. Et ces Maestrix, ce sont les événements de l'école Maestro. Maestro, c'est l'école du produit. On a plusieurs formations qui sont toujours reliées par la même pédagogie, qui est d'apprendre par le faire. On est persuadé que pour prendre en main des outils, apprendre des nouvelles méthodes, il faut pratiquer. Aujourd'hui, ces Maestrix, c'est un petit peu aujourd'hui, ce qu'on a préparé, c'est un peu une partie théorique. Après, c'est à vous de prendre en main ce qu'on va se dire et de dès demain les appliquer très concrètement dans votre job. Pour vous donner un peu un aperçu des prochaines formations, on a un bootcamp intensif pour les product managers juniors qui dure 7 semaines, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, où encore une fois, le matin, il y a un peu de théorie avec de la présentation de méthodos et d'outils, et 80% de la journée, c'est de la pratique, c'est une vraie étude de cas d'une entreprise de la tech, et c'est se confronter, se mettre dans les baskets d'un product manager pour essayer de résoudre ces problématiques quotidiennes. Et on a aussi une formation en product design. Si vous avez des questions par rapport à ça, il y a mon email sur la slide, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous. On met tous nos événements sur notre page Meetup, donc vous pouvez trouver tous les prochains sujets des Maestrix. Pour l'instant, il n'y en a aucun en programmation, mais ça arrive pour janvier 2022 parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier event de la saison 2021. Donc, c'est encore plus important, encore plus spécifique. Mais en 2022, on a plein de nouveaux sujets et plein de nouveaux experts avec qui on est en train de préparer du très lourd. Et du coup, pour avoir la line-up et pour pouvoir s'inscrire et participer, ça se passe sur le groupe Meetup. Vous pouvez aussi trouver tous nos replays sur la chaîne YouTube. On va notamment vous envoyer le replay de ce webinaire, il y sera également. Et évidemment, il y a toutes les infos sur johnmaestro.co, notre site internet. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat à combien est-ce que vous jugez l'agilité dans votre équipe? Est-ce que vous êtes une équipe qui fonctionne avec un mode agile ou alors est-ce que vous en êtes très éloigné? Vous pouvez nous le dire en essayant de jauger entre 0 et 5. Et si éventuellement vous n'êtes pas en poste et que du coup vous n'êtes pas dans une équipe agile, vous pouvez peut-être nous donner un peu un aperçu de ce que c'est pour vous l'agilité pour aussi partager un peu votre expérience. On prend une petite minute pour que vous mettiez dans le chat. Alors là, c'est le moment où tout le monde décide d'être très timide. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. 2, 1,5, ok. 3, ok. S'il y a quelqu'un qui met 5, il vient sur le podium avec nous. 2, Jérémy, ok, vous êtes au très bon endroit du coup pour apprendre un petit peu plus ce que c'est et pour découvrir les méthodes d'Emmanuel. J'ai le droit de voter? Oui. Allez, hop. 2,5. J'expliquerai pourquoi après. Ok, super. Et Frédéric, agilité 3, capacité à penser out of the box et à imaginer de nouvelles solutions. Ok, trop cool. Écoutez, on va pouvoir attaquer ça à fond. Et juste avant, Zoé, si tu veux nous dire un petit peu qui tu es. Pourquoi je suis là? Donc, enchantée tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Zoé. Je suis de Pupil and Culture chez Maria Schools, qui est le campus d'école auquel appartient Maestro. Et en fait, avant ça, j'étais responsable de formation justement sur les formations que propose Flavie dans d'autres écoles. Et en fait, pourquoi j'ai demandé à Flavie aussi de participer à ce webinaire en particulier, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, que c'est une problématique qu'on a beaucoup rencontrée, nous, lors de nos formations grands comptes. Donc justement, sur les entreprises plutôt à grande échelle, comment on fait pour finalement rendre une entreprise, parce que quand c'est une petite entreprise à plus petite échelle, l'agilité, c'est entre guillemets plus facile, on arrive encore à garder de l'agilité, puis plus on grandit, plus c'est là que ça devient compliqué et que la transformation, elle est vraiment importante.
Et donc, c'est des problématiques que j'ai beaucoup rencontrées dans mes formations. Et j'avais vraiment envie d'avoir le retour et d'expérience d'Emmanuel. Et voilà, on s'est dit que ça pouvait être une opportunité de le faire tous les trois ensemble. Carrément. Et du coup, Emmanuel, si tu peux nous dire un petit peu qui tu es de ton côté et ton parcours. Eh bien, bonjour à tous, Emmanuel Baird. Moi, je suis ravi d'être là. En plus, je clôture les Maestrix puisque c'est ce que vous m'aviez dit. Donc voilà, donc j'ai une lourde tâche de le faire bien. Pas de pression. Donc moi, je suis basé à Rennes. J'habite à Rennes, une jolie région qui est la Bretagne, même si Rennes est déjà très à l'est pour moi, mais natif du bord de mer. J'ai commencé ma carrière en 2005 dans une société de services, une petite ESN. On était dans la région, on était 300. Et puis j'ai une petite ESN qui a été rachetée par le groupe en 2007. Donc c'est pour ça que vous voyez l'expérience Orange. Et pendant 10 ans, j'ai porté avec beaucoup de plaisir un rôle très opérationnel puisque j'étais en charge des opérations de tout ce qui était l'IT, donc interne, ce que vous pouvez imaginer, le network, le service aux utilisateurs, le déploiement de nouveaux produits, la bureautique, la téléphonie, etc. Donc un contact fort avec ce qu'on appelle les utilisateurs, mais qui sont en même temps des clients internes. Et puis j'avais une deuxième casquette qui était tout ce qui était autour des facilities, les services généraux, les locaux, construire des bâtiments adaptés ou aménager des bâtiments adaptés aux pratiques d'une entreprise de services numériques. Donc, où il y avait déjà des formes de DevOps, des formes d'agilité, des nécessités d'avoir des plateaux. Et là aussi, vous voyez qu'on est fortement en lien, en interaction directe avec les utilisateurs, les salariés. Et c'est pas complètement neutre dans mon parcours par la suite. Et puis, j'ai changé au bout de 10 ans. Je suis devenu manager de plusieurs équipes chez Orange, côté production, qui sont ce qu'on appelle des soutiens formateurs. Ce sont des personnes qui sont en charge d'accompagner ceux qui déploient le réseau ou les services chez vous, chez nous, en tant qu'entreprise, et qui vont préparer les personnes qui produisent à comprendre les évolutions dans les outils, les évolutions dans les processus, les évolutions du marché, de la réglementation, etc. Et donc, ils font à la fois un rôle d'accompagnant et un rôle de formateur. Et vous voyez qu'en collant l'un plus l'autre, le parcours était assez inné, puisque du coup, j'ai intégré la DSI d'Orange Business Service, donc qui est la sorte de ESN d'Orange, plutôt orienté sur le marché B2B pour le coup. On a plein de produits, que ce soit des produits plutôt connectivité, connectivité enrichie, voix ou des services numériques aujourd'hui qu'on vend aux entreprises, cyberdéfense, cloud. Et j'ai en charge dans cette entité toute la partie transformation et communication. Et dans la partie transformation, en tant que DSI, et ça va pas vous surprendre, on a un grand volet autour de l'agilité. J'ai presque envie de dire peut-être malheureusement dans le sens où on le voit encore sous l'angle de l'IT, et vous parliez du product development tout à l'heure, il y a sans doute quelque chose à étirer et on a encore beaucoup de silos. Mais voilà, donc mon enjeu aujourd'hui, et depuis donc 3 ans, c'est d'accompagner la transformation de cette DSI à la fois sur les sujets techniques, il y a des technical leaders qui les portent, mais soutenir cette transformation-là dans une démarche d'itération. Et puis d'accompagner la transformation agile de cette DSI dans son écosystème, c'est-à-dire avec l'ensemble de ses parties prenantes, que peuvent être les business units qui portent les produits, que peut être le commerce ou les opérations qui les développent derrière. Ok. Donc voilà. Et alors, DSI, Business Unit, j'ai une petite question pour toi. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. On va tous avoir cette fameuse question, c'est quoi ton métier? Et là, il va falloir expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Je ne vends pas des téléphones. Est-ce que tu pourrais nous vulgariser en une ou deux phrases ce que c'est ton rôle? Ouais, alors mon rôle aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes, mais de manière assez simple, c'est de faire en sorte que l'environnement informatique interne à Orange et notamment Orange Business Service, donc c'est-à-dire tous les outils qu'on peut mettre en place pour produire, pour facturer, pour développer, pour superviser, soit compatible avec l'évolution de nos offres sur le marché. On était une entreprise qui vient principalement du réseau. Vous nous connaissez en tant qu'opérateur que tout le monde a peut-être dans la poche. Pour les entreprises, c'est pareil. On fournissait des tuyaux, on fournissait des services de connectivité plus ou moins enrichis au fur et à mesure de l'évolution. Aujourd'hui, notre métier, il se déforme complètement puisque OBS devient une entité qui fait de la digitalisation, de services, de produits, du réseau même, puisque nos concurrents aujourd'hui dans le cloud, que ce soit Google, que ce soit Amazon, que ce soit les différents hyperscalers qu'on peut trouver, les entreprises qui nous concurrencent sur ce marché-là,
force à une entreprise comme la nôtre à évoluer, à changer de culture, à se retrouver dans un développement de produits qui est beaucoup plus itératif et incrémental, de tester des choses, de faire marche arrière rapidement. Et donc l'idée, c'est vraiment de soutenir ça sur l'aspect IT, c'est-à-dire livraison du système d'information interne de notre entreprise, et de s'assurer que quand un client sollicite le commerce parce qu'il a un besoin d'évolution d'un portail, d'une fonctionnalité, que nos équipes marketing et de développement de produits, donc nos fameuses business units, le pensent, préparent une réponse, que nous, on soit en mesure de soutenir ce qu'elles vont vouloir livrer aux clients et qu'on ne se dise pas, OK, vous avez l'idée, vous avez le besoin, vous avez l'idée, vous avez même la solution, mais d'un point de vue SI interne, on ne sait pas vous aider. Okay. On ne sait pas livrer, ou alors on livrera dans 18 mois. Et ça, c'est assez compliqué à répondre aujourd'hui. Donc, mon boulot consiste à faire en sorte que tout ça soit facilité et qu'on puisse aller vers de nouvelles façons de fonctionner, que ce soit plus agile, plus orienté vers le design thinking quand il y en a le besoin, des nouvelles méthodes d'intelligence collective, savoir prioriser, savoir renoncer, savoir décider autrement que par un consensus qui peut prendre longtemps dans une boîte comme la nôtre. Voilà ce que j'aide à faire. Génial, très clair. Très bien synthétisé en tout cas. Ouais. Moi, j'avais une petite question. C'est une question qu'on se pose souvent. Qu'est-ce qu'on fait comme métier? Totalement. Moi, j'avais une petite question parce que du coup, on en avait déjà parlé du coup nous entre nous. Comment vous avez fait, si on compare à la genèse vraiment de cette transformation, pour se dire quelle méthodologie on va mettre en place? Comment le choix en fait il a été effectué, réfléchi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent ok, mais pourquoi on va choisir plutôt un modèle agile safe plutôt que d'autres modèles agiles, Spotify, etc., qui pourraient être proposés. Vous, comment ça a été fait cette démarche vraiment à la jeunesse? Comment vous avez fait votre choix sur tel ou tel modèle? Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que Orange, c'est un énorme groupe. On est plus de 80 000 salariés dans le monde. Orange Business Service, c'est pas loin de 30 000 salariés répartis pareil dans le monde. Donc, c'est un gros navire, en fait. Et donc, dans ce gros navire, on a plusieurs divisions, directions. On va avoir tout ce qu'on connaît, qui est le grand public, ce qu'on connaît, les box, les téléphones, la télé, etc. On a tout ce qui est notre cœur de métier, réseau opérateur, ce qui va permettre de supporter ces services. Et puis, on va dire, je fais très schématique, mais on a toute la partie B2B, service aux entreprises de l'autre côté. C'est trois marchés complètement différents. Si on regarde bien, le grand public, c'est un marché où on a beaucoup de clients, très peu de spécificités. Les spécificités vont être là pour se démarquer de nos concurrents sur la VOD, sur la télé, sur la téléphonie, sur le mobile, etc. Mais on a des clients, c'est standardisé. J'ai presque envie de dire c'est standardisé. Et à l'inverse, vous trouvez sur l'autre segment de marché, le B2B, où on a en volume moins de clients et beaucoup plus de custom en fait. On voit déjà qu'on a deux marchés différents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a déjà plusieurs années, côté grand public, quand on a besoin de répondre à des grands volumes de clients, quand on a très grosses plateformes autour de la vidéo à la demande, du mobile, quand vous imaginez le nombre d'antennes relais, le réseau que ça représente derrière pour supporter ces services, ils ont eu la nécessité de passer à l'échelle. Ils faisaient déjà de l'agilité, peut-être de manière un peu plus simple parce que on peut tester assez facilement des produits sur des sous-ensembles d'écosystèmes et se dire ça marche, ça accroche pas, on fait marche arrière, etc. En s'assurant de la qualité de ce qu'on livre, mais on peut faire des tests comme le fait un Amazon, comme le fait un Google quand vous découvrez une nouvelle fonctionnalité dans votre boîte mail, par exemple. Et ils ont eu la nécessité de passer à l'échelle. Et donc, en fait, s'est posé la question de quel modèle ils allaient choisir, en fait. Et celui qui s'approchait le plus naturellement de ce qu'ils visaient, c'était Safe. En prenant des morceaux pour commencer, et puis en montant au fur et à mesure. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la déformation de ce modèle, eh ben, elle a eu des répercussions sur le reste de l'écosystème. Et quand nous, on a eu besoin sur des périmètres, et on a commencé par des périmètres plutôt émergents autour de la digitalisation du parcours client, notamment, puisque c'est ça qu'on a visé en premier, eh ben, assez logiquement, on s'est dit, plutôt que de repartir d'un modèle de zéro, on a des collègues qui l'ont fait, qui l'ont vécu, qui sont capables de nous partager leur retour d'expérience, qu'est-ce qui a marché, là où est-ce qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis, et d'éviter les écueils et de profiter de leur expérience. Et en fait, on a déployé ce même framework dans cette logique-là. En fait, c'était celui qui, pour nous, semblait le mieux matcher une organisation comme la nôtre. Si vous regardez Safe par rapport à Spotify, on les oppose souvent, mais en fait, ils sont pas tellement différents au final. Si vous regardez dans la genèse de ce qui est fait, je regardais encore un live l'autre jour, quelqu'un qui disait en fait Spotify c'est juste un mélange d'éléments qu'on a dans du Safe. Je rentrerai pas dans le débat, je suis pas pour ou contre, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre,
que je veux juste dire, en fait, c'est que Safe, c'est une grosse machine américaine. C'est très brandé, c'est très marketé. L'avantage de ça, c'est que vous avez vraiment tout un écosystème autour du modèle qui peut permettre l'opérationnalisation. Vous avez une roadmap d'implémentation. Dans une entreprise qui fait 30 000 salariés, c'est quand même très rassurant, et qui vient du process, c'est très rassurant d'avoir une démarche qui va vous permettre de vous guider pas à pas. Vous avez toute une offre de formation. Après, on peut critiquer encore une fois le modèle, etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je suis très, très ouvert. Mais vous avez un support qui vous permet en fait de vous guider dans cette démarche-là. Donc, vous avez ce support-là, vous avez les formations, vous avez la notion de certification qui peut avoir de l'importance, et on pourra en parler dans certaines cultures tout à l'heure aussi. Et puis, vous avez les collègues qui l'ont fait. Et puis, vous regardez autour de vous dans l'écosystème, c'est ce qui c'était à l'époque le plus utilisé. Donc, en 2018, on a lancé sur le périmètre du B2B au niveau de donc, vraiment de marché entreprise au sein de notre DSI, notre premier train en fait. Fin décembre. Après, on va dire quasiment 9 mois de préparation. 9 mois de préparation du staff, du management, de l'écosystème, parce que un train avec juste les gens de la DSI, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, aller chercher les parties prenantes amont, les parties prenantes aval, trouver les bons sponsors au bon niveau, et puis après toute la partie logistique que ça peut entraîner, c'est-à-dire les cérémonies qu'on va devoir mener, comment on se retrouve, etc., etc. Donc, je dirais qu'il y a les deux éléments fondateurs, ça avait déjà été testé chez nous, on avait des retours d'expérience, donc on ne repartait pas de zéro, même si l'écosystème était totalement différent. Et puis c'est ce qui se faisait le plus dans notre écosystème concurrentiel également, avec la force que ça a derrière, c'est-à-dire une vraie roadmap d'implémentation, une vraie démarche structurée, plus que Spotify qui pourrait être plus une inspiration pour moi qu'un modèle à implémenter en fait. Voilà, si je devais faire la différence entre les deux. Okay. Après, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. Oui, puis justement, juste ce que tu disais, c'est que moi, je pense que c'est aussi très bon de faire remarquer que tu as le modèle et après, il faut aussi l'adapter à la structure dans laquelle tu es. On peut pas dire, la pire erreur, ce serait de dire, OK, tel exemple, telle boîte, elle a hyper bien fonctionné avec le modèle Spotify ou le modèle Safe, donc on va faire ça et en fait, on se le colle à la lettre. Et c'est sûr, ça va marcher. Alors que non, j'imagine que vous avez justement, vous avez des retours d'expérience en interne et après, vous allez améliorer, etc. etc. Alors, c'est super important ce que tu dis. C'est quand on a lancé le premier train, même quand on en a lancé, on en a lancé 4 là pour le coup. Mais les 3 premiers trains qu'on a lancés, la spécificité qu'on a faite, c'est que on a parlé du framework Safe. On a formé une partie de l'écosystème, et je vais revenir sur comment de nos collaborateurs sur ce modèle-là, avec des formations plus ou moins certifiantes, plus ou moins avancées. Mais en fait, on a essayé de gommer toute la terminologie Safe pour commencer. Pour une raison toute simple, c'est qu'on n'a pas complètement suivi la roadmap d'implémentation. Et on n'a pas déployé cette agilité à l'échelle sur l'ensemble des couches de l'entreprise. Safe, si vous regardez le modèle, vous partez d'un point A et vous arrivez à un point B, c'est terminé, vous avez embarqué toutes les couches, les chaînes de dev, les collectifs de développement, comme on les appelle, vous avez embarqué tout l'écosystème du train, vous avez embarqué tout l'écosystème du portefeuille, des chaînes de valeur, la direction de l'entreprise, et vous avez une magnifique entreprise qui fonctionne avec un modèle. Je ne dis pas que ça ne marche pas, ce n'est pas le choix qu'on a fait pour une raison très simple, c'est que on n'était pas en train de révolutionner l'ensemble du modèle voilà, il fallait prouver que ça fonctionnait dans notre écosystème, qu'on avait la possibilité d'embarquer des parties prenantes, et puis de faire par étapes continuer cette implémentation au fur et à mesure. Donc on a gommé avec le coach qui nous accompagnait à l'époque toute cette notion de PI planning dans la terminologie. Je ne dis pas que ça n'a pas échappé, mais on a plutôt appelé ça des big room events par exemple, puisqu'on se retrouvait dans la même salle. L'idée étant pas de dire qu'on ne fait pas ça, c'était pas ça en fait, mais de bien faire comprendre à ceux qui étaient là qu'on s'inspirait d'un modèle, comme tu le disais Zoé, et qu'on l'appliquait à notre écosystème. On n'a pas pris exactement tous les rôles qu'on a dans le framework Safe. Pour une raison toute simple, c'est que ces rôles-là, ils ne matchent pas chez nous. Et vous ne pouvez pas commencer à déployer un modèle, à former des salariés en disant, alors toi, tu as ce rôle-là, mais alors dans le modèle, là, sur la roadmap que j'ai vu quelqu'un a cité le lien vers Safe tout à l'heure d'Atlassian, là, si vous allez chercher le framework, vous verrez, vous avez ce qu'ils appellent la big picture, avec tous les rôles définis. Et ben toi, ton rôle va être coupé en deux, il va falloir que tu choisisses un côté. Tant pis pour toi, manque de bol, c'est le modèle. Ça marche pas, ça, dans la réalité. Vous n'avez pas la découpe entre le métier, le marketing, l'aspect design thinking qui le fait, c'est pas aussi net. Vous pouvez pas dire il y a une coupe là, désolé, tu es du mauvais côté de la barrière, toi tu viens pas.
t'as pas les bonnes chaussures, ça passe pas. Donc, enfin, ça marche pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'il a fallu adapter les rôles, trouver des rôles qui se déformaient et essayer d'expliciter euh, quel était le lien avec le modèle safe derrière pour comprendre comment ça allait fonctionner. En fait. Donc ça, c'est le premier point. Ça a pu poser des questions. On a pu douter à certains moments de le faire. Et aujourd'hui, 3 ans après, presque 4 maintenant par rapport au début, on est convaincu que c'était la bonne façon de faire en fait. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas pu monter tout en haut des couches pour l'instant. On est en train de continuer à le faire. On va de plus en plus haut. Et je pourrais vous dire où est-ce qu'on en est tout à l'heure. Mais voilà, ça permet de montrer qu'il y a une différence par rapport et qu'on se fait notre propre modèle en s'appuyant fortement sur un framework qui existe pour avoir quelque chose de solide. Alors, il y a Céline qui pose la question, comment la formation des collaborateurs se fait-elle ou s'est-elle faite? Onboarding des nouveaux arrivants, mise à jour des compétences des collaborateurs au fur et à mesure. Plusieurs choses. Quand on a décidé de lancer le modèle en 2018, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'acculturer les personnes qui allaient devenir potentiellement nos sponsors à la démarche. Et donc pour ça, en fait, on a contacté un organisme de formation qui était accrédité pour pouvoir et certifié pour pouvoir dispenser les formations safe, puisque du coup il y a toute cette notion de je dois avoir un certain niveau de certification, je dois pouvoir acheter des jetons auprès de safe, un modèle économique qui fonctionne assez bien d'ailleurs. Et en fait l'idée c'était d'expliciter à travers une formation qui s'appelle la Leading Safe, d'expliciter à nos patrons, en tout cas qui allaient supporter l'initiative, ce que ça représentait comme changement. Pas tellement d'expliciter comment fonctionne un train au jour le jour, mais par contre, c'est quoi les grandes échéances? Qu'est-ce que représente un PI planning dans la méthode, dans le framework SAFE? Qu'est-ce que représente une gestion de budget associée? Voilà. C'est quoi les différents éléments? Comment on priorise? Les outils qui sont associés? Donner ce vernis de compréhension de ce que ça allait impliquer entre le jour A et le jour B, si je peux caricaturer. Comprendre ce que ça représente. Et de comprendre aussi quel allait être leur rôle pour soutenir ça. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que si vous avez un directeur de système d'information, un CIO, qui vous demande de déployer la démarche, mais qui n'est pas acculturé, qui ne comprend pas de quoi il s'agit, qui n'est pas capable de le défendre quand il va y avoir le premier élément de friction, vous pouvez être sûr que là, on est en plein dans une logique de systémique. Ça va revenir aussitôt à l'ancien modèle et tout ce que vous avez mis 1 an, 2 ans à mettre en place va casser direct et vous repartez avec des vieux travers. Donc, c'était important de les empowerer et de les envoyer avec nous. Ça, c'est la première partie. Donc, on les a formés, ils ont été ensemble, physiquement. À l'époque, on pouvait encore faire ce genre de truc, physiquement, dans la même salle, pendant 2 jours, de manière très intense. C'est comme toute formation, on est plutôt sur du théorique, donc on retient qu'une partie, mais ce qui a été retenu était essentiel pour la suite, en fait. Les grands éléments, même les questions et les doutes étaient importants parce que ça a permis de montrer que tout n'était pas complètement sec et qu'il ne s'agissait pas de dérouler une roadmap d'implémentation. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre truc qu'on a fait, c'est qu'on a profité de réunir tous les acteurs du train qu'on allait lancer, qui était un train autour de la commande digitale. Et sur ce train, ça a été de regrouper tout le monde dans une même salle et de former tout le monde à cette approche, en fait. On va dire ça comme ça. Donc, on a mélangé avec le coach de l'époque. On n'a pas déroulé une Safe for Team ou ce genre de formation qui est vraiment très cadrée, etc. On partait, c'était une nouvelle expérience. Donc, l'idée a été de leur donner un vernis, de leur expliciter clairement ce qui allait changer, quelles allaient être les évolutions de rôle, comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'on ne savait pas encore et qu'on allait essayer de découvrir. Et puis, les faire réfléchir à tout un certain nombre de choses autour de la culture qu'ils voulaient voir dans ce train, la manière de fonctionner. Et donc, on a fait travailler sous forme d'atelier les collaborateurs en mélangeant cet aspect pratique, ludique par moment, théorique, pour comprendre quelle était la différence, comment allait se passer un fameux Big Room Event, l'équivalent d'un PI planning, à quoi est-ce que ça allait représenter, quelles allaient être nos zones d'ombre, etc. Et ça a été l'élément essentiel parce qu'en fait, on les a embarqués comme ça. Et ça a été un train où il y avait vraiment une cohésion d'équipe. Même quand il a commencé, on devait être autour de 50, 60 personnes. Et quand on est arrivé à la fin, on était à pas loin de 100 sur les derniers PI qu'on a fait en présentiel, même plus que 100. Et ben, il y avait toujours une super cohésion en fait. Parce qu'on avait construit cette base solide d'appartenance, à la fois autant sur l'aspect théorique que sur l'aspect culture et ce qu'on voulait faire ensemble. Sur les mises à jour, eh ben, dans un train, il y a un responsable de train, le fameux RTE, le Release Train Engineer, qui pilote le train, qui s'assure en fait, eh ben, il a un rôle un petit peu de,
j'aime pas ce terme-là, mais je dirais de manager dans une posture de host leadership. Il n'est pas le patron des équipes du train, il est plutôt là pour faire en sorte que le train avance, et pour qu'il avance, il faut qu'il ait les meilleures équipes dedans. Donc, il s'assure que ces équipes soient formées, que ce soit sur la logique d'agilité à l'échelle ou tout ce qui est autour, en fait. Design thinking et autres démarches. Emmanuel, est-ce que je peux te demander de redonner ce que c'est un train? Alors, un train, en fait, c'est un élément de développement. C'est globalement l'ensemble des équipes qui vont développer ou participer au développement du produit qu'on vise vont être rassemblées dans un élément qu'on appelle un train agile. Et dans ce train agile, on aura plusieurs équipes qui vont se rapprocher et qu'on va appeler souvent des feature teams parce qu'elles vont, alors il y a deux, vous verrez, on peut parler de feature team, on peut parler de component team. En gros, elles vont travailler autour soit d'une fonctionnalité du produit, soit d'un composant. On a à peu près tous les modèles. Dans ce train-là, en l'occurrence, on était dans une feature team. Donc, dans des feature teams, elles développaient des fonctionnalités du produit fini. Donc, du produit fini qui était comment faire un outil de commande digitale, en fait. Comment faire en sorte que nos clients sur le marché entreprise puissent commander leurs accès réseau, leurs services réseau. Et donc, on va développer des fonctionnalités. Et ces équipes, il y en a plusieurs, elles sont pluridisciplinaires. On va y trouver des personnes en charge des composants, on va trouver des… Voilà. Et donc, en fait, elles vont… faire que tout ça s'emboîte. Et le train, en fait, globalement, c'est l'avancée. Ça représente l'avancée de ces équipes pendant une itération qui, dans le cadre de l'agilité à l'échelle, ne s'appelle pas un sprint, mais un incrément qui est la somme de plusieurs sprints, souvent 3 globalement, avec quelques ajustements. Et en fait, elles vont se synchroniser régulièrement par rapport à ce qu'elles ont décidé de faire ensemble et de manière complètement fixe lors de la livraison de l'incrément, ou en tout cas de la fin de l'incrément, pour s'assurer que l'ensemble des fonctionnalités qui vont être arbitrées pour le départ suivant sont compatibles avec toutes les équipes. Ça, c'est pour faire très simple et très schématique. Ok, super, merci. Et un train, c'est entre 50 individus jusqu'à 120. Les chiffres ne sont pas pris au hasard. C'est globalement, il n'y a pas d'intérêt en dessous de 50, parce qu'on rajoute des couches de synchronisation. Donc, en dessous de 40 personnes, il vaut mieux faire de la synchronisation type Scrum de Scrum, donc des meetings entre équipes. Au-delà de 50, c'est un intérêt parce qu'en fait, ça devient compliqué de le faire autrement. Et au-delà de 120, faut envisager de les couper. C'est-à-dire que le produit devient trop gros et qu'on n'arrivera pas, on aura des problèmes de dépendance, etc. Et donc, c'est plutôt empirique comme proposition du framework du modèle. Ok. Et du coup, pour revenir un peu à une des dimensions de la question de Céline, si tu as un nouveau collaborateur qui arrive demain et qui ne parle pas le safe, comment est-ce que ça se passe, son onboarding? Eh bien, il y a deux parties. Alors après, c'est à la main du patron du train, du responsable du train, qui est là pour fluidifier, donc on va dire, de cette posture de servant leadership ou de host leadership, on le met comme on veut. Globalement, c'est lui qui va faire l'assessment, qui va évaluer en fait comment son collaborateur qui arrive se positionne dans ce train. Est-ce qu'il a besoin de connaître tous les mécanismes? Est-ce qu'il a besoin d'un vernis? Est-ce qu'il y a déjà des bases de l'agilité ou pas? Et en fonction de ça, on va déterminer un parcours. Et le parcours, on va le faire de deux sortes. Un parcours de formation. Je pourrais vous parler du catalogue qu'on a mis en place de notre côté. Donc, il va partir potentiellement suivre un voyage, en fait, en fonction de son niveau sur la culture agile, sur le fonctionnement de Scrum, sur si c'est ça qui est retenu, sur le fonctionnement d'un train. Et puis, on va faire de l'immersion, c'est-à-dire qu'on va le faire souvent se mettre dans une équipe qui est plutôt à l'aise pour pouvoir lui montrer un petit peu comment ça se passe avant qu'il occupe réellement son rôle et qu'il voit comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, c'est de pouvoir avoir cette notion de mentor ou de pair coaching, si on peut, dans les équipes, pour que la personne se sente intégrée, à l'aise, comprenne à quoi correspond chaque cérémonie, etc. Il y a deux écoles. L'école qu'on retient, nous, de notre côté aujourd'hui, côté OBS, c'est plutôt que le RTE va essayer de trouver la période idéale pour que la personne puisse partir en formation. Et puis, on a l'autre école, qui est plutôt celle portée par Orange France aujourd'hui, qui est de dire tu rentres dans le train, tu pars en formation. Tu es formé direct. Je dirais qu'il y a du bon des deux côtés. L'avantage d'être formé direct, c'est que tu vas comprendre des notions. Tu vas en avoir plein la tête, par contre. Hein. Tu pars sur une formation Safe for Team ou Leading Safe, voilà, tu as beaucoup de notions, etc. Par contre, tu vas revenir, tu vas te sentir un poil plus à l'aise parce que tu auras quand même décodé un certain nombre de choses. À l'inverse,
il y a un moment, tu vas expérimenter et tu vas avoir des questions qui vont revenir. Dire, ouais, qu'est-ce qui m'a été dit? Non, voilà. Nous, on a choisi l'approche inverse, c'est de faire vivre un petit peu avant pour que la formation derrière vienne solidifier ça, en fait. J'ai presque envie de dire sédimenter l'acquis qui a été vu et que la personne puisse faire les liens. Et petite spécificité qu'on a fait récemment, c'est que donc on a des personnes qui sont certifiées de notre côté, et donc on a fait deux choses, soit faire intervenir des formateurs extérieurs sur lesquels on est venu nous avec un coach de chez nous à des moments précis de la formation, on avait cadré le truc au début, soit au milieu, soit à la fin, soit à les trois, pour venir faire le lien avec la réalité de chez nous en fait, parce que souvent il y a un modèle versus Orange ou versus l'entreprise dans laquelle vous êtes, et si vous faites pas ce handover, en fait, c'est assez compliqué de se dire mais pourquoi ça marche comme ça chez nous, pourquoi on n'a pas ce rôle-là, etc. Les apprenants repartent avec tout un lot de questions. Donc on a fait ça, ça a plutôt bien marché, notamment le formateur pouvait prendre tout un lot de questions aussi en disant ça, j'ai pas la réponse chez Orange, je connais pas suffisamment votre environnement, par contre je mets dans un parking lot, dans un frigo, puis on en reparle quand le coach est là. Et puis à l'inverse, autrement, on a nos coachs qui donnent de plus en plus de formations aussi en interne directement, en essayant de faire le lien avec le modèle le plus fluidement possible. Okay. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, Flavie, juste rapidement sur ce point. C'est vrai que nous, par exemple, une des formations qu'on a menées sur justement l'acculturation à la culture produit, on l'a faite sur 300 collaborateurs, donc c'était quand même énorme. Et justement, on avait, bon, déjà, c'est de la collaboration point de vue organisme de formation avec l'entreprise pour vraiment essayer de coller au plus proche des problématiques de l'entreprise. Mais surtout, c'est hyper important ce que tu disais justement d'aussi réussir à former des gens en interne pour s'assurer du suivi. Et nous, justement, on avait intégré les coachs agiles dans chaque promotion pour qu'en fait, les personnes déjà nous disent, voilà, oui, c'est en accord avec ce que nous, on dit aussi en interne. Et en plus, sur le long terme, en fait, ça permet d'avoir quelqu'un qui est aussi, qui va pouvoir accompagner les équipes sur le long terme. Donc, totalement. C'est un truc qu'on a fait systématiquement, c'est-à-dire que sur les 3 trains qu'on a lancés, on les a pas lancés seuls. On pourra revenir pour les raisons pour lesquelles on l'a fait. On s'est systématiquement fait accompagner d'un coach, y compris même sur le dernier train où on était en mesure de le lancer seul en fait. La différence, c'est que vous n'avez pas la voix n'est pas portée de la même manière quand vous êtes un intervenant externe de quand vous êtes un intervenant interne. Et vous n'avez pas le même rôle à jouer. L'intervenant externe, il va venir positionner les briques, éventuellement former ou participer à la formation. Il va pouvoir poser les questions qui fâchent. Et la première question pour moi à poser, que ce soit dans un train à l'échelle ou dans une formation ou même dans l'accompagnement à l'agilité, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi l'intention qu'il y a derrière en fait? Pourquoi on lance un train? Ou pourquoi on veut lancer un train? Parce qu'on est déjà dans la réponse quand on dit pourquoi on lance un train. Pourquoi on veut lancer un train? C'est quoi l'ambition qu'on a derrière? Donc lui va pouvoir poser cette question-là. Et par rapport à ce que tu dis Zoé, ce qui est essentiel, c'est d'avoir, et on a systématiquement travaillé en apprenant des premières expériences, à avoir cette charnière entre le coach interne et le coach externe. Le coach externe est très présent au début, il va s'absenter de plus en plus de façon à se retirer. Et l'idée, c'est que l'ancrage vienne par le coach interne, en fait. Que systématiquement, on ait cette capacité de faire cette courroie de transmission vers l'interne, de venir rappeler ce qui a été dit, d'être présent au contact au quotidien systématiquement. Et c'est vraiment important d'avoir ces deux niveaux-là parce qu'en fait, ça permet de repasser des messages à plusieurs moments tout en gardant en fait un ancrage vraiment profond de la démarche qu'on essaie de lancer. En fait. Totalement. Et moi, j'ai une petite question du coup par rapport à ça, la différence entre, parce que c'est pas du tout pareil de former des collaborateurs et de former des coachs ou des personnes en tout cas qui vont un peu manager. C'est quoi la différence entre former un futur manager et former un collaborateur? Alors, il y en a pas. Je m'explique. Il y en a pas dans le sens où, pour moi, un manager qui veut accompagner son équipe vers l'agilité, quand on forme son équipe, les meilleures expériences que j'ai vécues, c'est celles où ils étaient présents, en fait. Et souvent, en fait, ceux qui ont un besoin, un souhait, qui sont convaincus par la nécessité d'aller vers une démarche plus agile de leur équipe, et on ne parle pas forcément de cadre Scrum et de trucs comme ça, c'est déjà d'être tourné vers les clients, de faciliter les interactions, de livrer plus régulièrement, rien que ça déjà. Ils arrivent avec une posture basse, en fait, en formation.
Et en fait, vous les détectez assez rapidement parce qu'ils vont arriver en mode j'ai organisé l'événement, je participe à l'aventure collective qu'on est en train de vivre, mais je ne me mets pas en avant. Par contre, je vais poser toutes les questions des doutes que j'ai pour essayer de démonter mes croyances. Vous les voyez assez rapidement, en fait, ils prennent une posture basse ou neutre, et c'est extrêmement facilitant, en fait. Ça vous donne un indicateur de comment peut se passer un accompagnement par la suite. Donc ça, c'est essentiel, et je trouve que ce qui est assez fondateur, c'est qu'ils sont là dans l'équipe, et ils vivent la même chose que leurs collaborateurs, vous savez déjà quelle est la bonne posture. Et en même temps, ça, c'est qu'une partie, en fait, de l'accompagnement d'un manager. Aujourd'hui, ceux qui peuvent le vivre le plus difficilement, cette bascule, j'ai presque envie de dire tardive, hein, le manifeste agile, c'est 2001, mais quand on voit le nombre d'entreprises qui aujourd'hui basculent dans une démarche, une volonté de s'inscrire dans une démarche plus agile vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs collaborateurs, c'est les managers. Parce qu'en fait, dans la plupart des organisations, on considère la formation des équipes du terrain. Souvent, on considère qu'on a une équipe, donc on va la passer en Scrum, donc on la forme en Scrum, et après on se posera les questions de pourquoi ça n'a pas bien marché, on a peut-être raté un truc sur la culture, mais ça, c'est un autre débat. Et on oublie qu'en fait, il y a une personne qui était là pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans peut-être, qui a organisé le travail de l'équipe, qui a été le référent, qui même sans le vouloir a une notion de pouvoir. Je sais pas, c'est pas forcément négatif la notion de pouvoir, hein, mais de décision, etc. Et on lui dit, ton équipe, tu nous as demandé, t'en es plus ou moins convaincu, ou autour de toi, l'écosystème a fait qu'on a demandé, on a envoyé ton équipe en formation, on les a formés, ils ont compris la culture agile, et ils reviennent, ils disent, super chef, c'est excellent, donc à partir de maintenant, nous, c'est totale transparence, on veut tout savoir, et la décision, ben, on va décider ensemble. Vous imaginez le choc pour celui qui les a accompagnés pendant même ne serait-ce que 5 ans, hein. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué parce que la première question qui va se produire chez lui, s'il n'est pas complètement convaincu, etc., c'est qu'il va se dire, mais je deviens quoi, moi, demain, dans tout ça? J'ai une équipe qui va être autonome, qui va interagir avec l'ensemble des parties prenantes, à qui on me demande de déléguer dans un périmètre que j'aurais défini la capacité à décider de la manière dont ils vont s'organiser, dont ils vont fonctionner, de prendre des décisions de priorisation. Je suis censé leur faire confiance. C'est même pas, j'ai pas confiance en eux, parce que souvent on dit oui, ils ont pas confiance. Non, si, je pense qu'ils ont confiance. Mais la question qui est derrière, c'est qu'est-ce que je deviens en fait? À quoi je sers dans le dispositif? Et vous passez pas d'un jour A, un jeudi, vous entrez en formation sur avec l'état d'esprit, la casquette, je suis manager, et je ressors le vendredi soir après 2 jours de formation. J'ai suivi manager dans un contexte agile, en vous disant c'est bon, je suis agile, ma posture a changé, c'était commandant de contrôle avant, mais maintenant on est vendredi soir et lundi matin quand j'arrive, c'est host leadership à fond tout le monde, quoi. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et là, pour le coup, la grosse difficulté, c'est que vous n'avez pas seulement des outils à donner, en fait. C'est pas parce que vous aurez expliqué un delegation poker à un manager, c'est pas parce que vous aurez expliqué comment animer ou faciliter un atelier d'intelligence collective dans son équipe, comment passer d'un processus de décision par moi tout seul ou par un des processus, même pour ceux qui étaient ouverts par consensus, à une décision par consentement. Hein, il suffit pas d'avoir donné les outils, il faut les expérimenter, il faut les tester, il faut trouver le rôle qui va avec. Et donc, globalement, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut l'aspect formation, le training qu'on connaît habituellement, on vous envoie 2-3 jours. Mais en fait, il va falloir coupler tout ça avec de l'expérientiel et sur du long terme. Et c'est-à-dire avoir régulièrement cette boucle de rétroaction pour venir les remettre en mouvement, les aider à se remettre en mouvement plutôt que les mettre en mouvement, s'assurer qu'ils ont avancé, répondre à leurs questions et continuer au fur et à mesure à les aider à déconstruire leurs croyances. Et comment tu fais ça? C'est quoi ces étapes? Alors, comment on fait ça? Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, l'idéal, c'est d'avoir une sorte de formation, 2 jours, 3 jours, en groupe de personnes qui sont plutôt demandeuses ou convaincues. Ça, je pourrais. Enfin, il y a un élément très important. Il y a une vidéo très connue que j'ai dû mettre, je vous pourrais la mettre d'ailleurs dans le chat, je crois que je l'ai mise dans le Notion, de Simon Sinek qui explique justement cette fameuse
cette fameuse loi de diffusion de l'innovation que vous connaissez dans la conception d'un produit, mais qui vous explique que vous avez les innovateurs, les early adopters, et puis la majorité qui va plutôt attendre qu'il se passe quelque chose. Olivier Zara, dans la stratégie du thé, dit la même chose. En gros, ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'aller capter l'attention des early adopters, mais pas simplement en leur disant « tu as envie de venir, tu viens ». En créant un petit peu ce sentiment de tu vas y trouver quelque chose de nouveau, mais montre-nous pourquoi tu as envie de venir, explique-nous, qu'on le sélectionne, qu'il y a un truc un peu. Voilà. Ça va générer du mouvement en fait, parce que derrière, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un peu d'ego qui va jouer. Ça, c'est très important quand même dans une entreprise, quand c'est fait de manière saine. Et ces personnes-là, il faut les regrouper parce qu'ils sont motivés, ils ont envie ensemble, les former et leur faire travailler sur leur propre projet en fait, pour que ça s'opérationnalise et que ça s'ancre. Donc, en essayant de définir quels objectifs et en se disant, OK, dans 6 mois, on fera un bilan de ce que cette démarche a apporté. Et de manière très régulière, toutes les 2-3 semaines, venir en fait, à travers des ateliers, que ce soit des ateliers d'intelligence collective sur une problématique que l'un d'entre eux rencontre, sur du codev, sur des choses comme ça, leur faire ancrer les nouvelles pratiques et leur dire, OK, tu as telle situation, on a vu et tu as vécu dans la formation, je ne sais pas moi, par exemple, un processus de décision par consentement. Tu nous dis aujourd'hui, jeudi temps, j'ai la situation qui se pose à moi dans une semaine, j'ai une décision à prendre avec le collectif, mais je veux pas que ce soit bloquant, etc. Et donc, vous voyez, vous allez pouvoir, par mécanisme d'ancrage, venir l'expérimenter. Il sera rassuré parce que d'autres l'auront peut-être fait dans le collectif, vont lui donner son point de vue. Il aura un coach qui sera à disposition, qui va pouvoir l'aider. Il va le tester. Et puis, automatiquement, derrière, il a éventuellement la possibilité de faire une rétro entre nous, en se disant, bah, j'étais pas confort, etc. Ou même de demander de l'aide et d'être supervisé quand il le fait. Donc, ce qui va permettre, et ça, c'est vraiment, pour moi, essentiel, c'est qu'une changement de posture managériale, il faut de l'ancrage dans le temps. Et si vous les laissez seuls, en systémique, il y a vraiment ce principe d'homéostasie qui dit que vous pouvez mettre toute l'énergie que vous voulez pour déplacer le truc. En zone de stress, si quelqu'un lâche l'attention, ça reviendra à l'équilibre automatiquement. Et donc, si vous n'arrivez pas à basculer ça comme nouvelle pratique, nouvelle culture, nouvelle ADN de la personne, vous reviendrez au mode d'avant au bout de 2-3 mois, si c'est pas plus tôt. Donc, c'est pour ça que je dis c'est à la fois pareil et différent. C'est-à-dire que oui, il y a tout un volet au sein de l'équipe de comprendre ce que c'est, parce que s'ils ne comprennent pas ce que c'est Scrum, ce que c'est que la culture agile, ce que peut être le cadre safe, ils ne sauront pas aider et ils vont plutôt être des freins. Et en même temps, il y a un complément à leur apporter pour qu'ils trouvent comment jouer leur rôle qui est essentiel. Je dirais même qu'il est encore plus essentiel qu'avant dans le dispositif. C'est lui qui va s'assurer du développement de la compétence de ses collaborateurs, qui va s'assurer que c'est fluide, qu'il n'y a pas de point de blocage. Enfin, lever les freins, être facilitateur, c'est beaucoup plus compliqué que décider. Hein. Mais il faut arriver à faire prendre conscience de cette évolution de rôle et quels sont les outils pour y répondre et la manière d'y répondre. En fait. On ne passe pas d'une posture de je décide, je tranche à une posture de je facilite, je lève les freins et j'accompagne mes collaborateurs dans le développement de leurs compétences. Génial, ça répond déjà un petit peu à la question de Frédéric, qui est les managers doivent-ils finalement être formés à devenir les garants de la bonne mise en œuvre de la transfo agile permanente? Les garants, non, je pense pas. Les facilitateurs d'une transfo permanente, oui, j'enlèverais agile. Pour moi, aujourd'hui, une boîte qui décide un plan de transfo qui se dit dans 3 ans, on se revoit, on aura atteint nos objectifs, je pense qu'elle va dans le mur. Et donc, et c'est là où pour moi il y a un enjeu fort autour de la chaîne managériale et des salariés, mais de la chaîne managériale surtout, c'est qu'il faut bien prendre en compte la nécessité que le changement, il va être tout le temps, tous les jours. Et donc, si on n'arrive pas à faire prendre en compte cette logique itérative, incrémentale, permanente, en se posant les bonnes questions de est-ce que ce qu'on a fait a marché? Oui, non. Est-ce qu'on essaye quelque chose de différent? Quel effet on souhaite? Est-ce qu'on fait marche arrière? On n'y arrivera pas, en fait. Enfin, clairement, on n'y arrivera pas. Si on part sur la logique de j'implémente un truc et je me pose pas de questions, et ça marchera pas. Donc oui, ils doivent être les facilitateurs de cette bonne mise en œuvre, donc pas des freins. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient compris que l'écosystème, l'environnement est en perpétuelle mutation et qu'ils vont devoir systématiquement s'adapter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on choisit une façon de se poser dans le cloud avec les containers, les machins, etc. Demain, c'est fini, c'est peut-être fini. On sera peut-être sur complètement d'autres choses de nouveau. Et de se dire, on l'a fait, c'est bon, on est peinard pour 10 ans, c'est juste pas possible.
Ça, sur l'agilité, sur le développement de produits, etc. Il y a toujours un truc qui sort. Enfin, vous n'avez pas le temps d'avoir livré votre truc, il y a déjà un nouveau sur le. Donc, systématiquement, cette capacité d'adaptation, ça doit être ancré dans les gènes. Donc, l'agilité, à mon avis, il contribue. Mais c'est pas tellement l'adaptation ou la transfo agile en permanence, parce qu'une fois que l'agilité, la culture, elle fait partie de l'ADN et de la culture de l'entreprise, je pense que c'est un bon socle pour travailler. Par contre, d'être dans cette capacité de se dire systématiquement, on se remet en question, on se questionne, on regarde ce qu'on a fait, on prend du recul et on regarde comment on avance ensemble. Ouais, pour moi, c'est les facilitateurs et c'est sans doute le pilier le plus important et notamment les managers de proximité là-dedans. Ça fait parfaitement lien avec la question que je voulais te poser après, justement sur cette capacité à prendre du recul, à se dire, OK, on analyse un petit peu qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on améliore, etc. Est-ce que justement, parce que beaucoup d'entreprises ont cette question de finalement comment on analyse un peu la performance de nos actions, comment on se dit, on analyse pour pouvoir justement réitérer et toujours voilà, s'améliorer en permanence. Est-ce que vous, ça fait partie de votre culture aussi, justement, de toujours analyser, réitérer, etc. Et si oui, par quels moyens vous le faites? Est-ce que vous mettez en place des KPI? Qu'est-ce que vous observez, en fait, comme métriques? Alors, c'est une excellente question. Et là, si j'avais mes collègues coachs sur la conf, je pourrais me faire trucider. On est une entreprise qui vient du réseau, comme je disais tout à l'heure, en tout cas côté Orange de manière générale. Et quand vous déployez du réseau, vous êtes extrêmement prédictif. Vous tirez une fibre. Vous avez une fibre à passer sur 800 mètres, c'est 800 mètres. C'est pas 1,4 km, sauf si vous avez mal calculé vos fourreaux. Et vous savez que globalement, si vous n'avez pas de travaux publics à faire ou de génie civil, c'est tant de jours, tant de temps, etc. Vous savez. Et pour le coup, l'agilité, ça n'a pas un grand intérêt là-dedans. À l'inverse, on est un opérateur. Donc des KPI, cette notion de mesure, de qualité, de satisfaction, etc., c'est juste la base de la manière dont on fonctionne. Et ce qui n'est pas toujours bien perçu quand on regarde l'agilité des deux côtés. C'est-à-dire que les coachs agiles ont plutôt tendance à se dire ouais, mais alors mettre des KPI sur de l'humain, c'est quand même pas un truc génial. Et de l'autre côté, vous avez des gens quand même qui sont ceux qui récupèrent l'argent qui est payé par nos clients et qui disent on a des choix stratégiques à faire en termes de développement de compétences, d'investissement, d'innovation, etc., qui disent bah ouais, mais payer des chèques en blanc systématiquement en se disant c'est la transfo agile, donc à partir du moment où c'est agile, on ne regarde pas si on va dans le bon sens, si on progresse, vous avez du mal à les convaincre. Donc pour moi, il y a un entre-deux. Et je dirais surtout, il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se dire on va chercher des éléments de mesure une fois qu'on a démarré la transfo. Si on le fait, on va prendre les mauvais parce qu'on va aller chercher des trucs autour de la perf et on n'aura pas la photo d'avant en fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand on engage ce type de transfo, c'est se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut regarder ensemble et là, pour le coup, faire de l'intelligence collective et se dire, OK, la qualité, c'est pas négociable en agile. On doit pouvoir reprendre les mêmes indicateurs qualité qu'avant et les suivre. Et donc, on verra si on délivre toujours avec autant de qualité. Ça, c'est pas le sujet. L'asset client, on la connaît avant, on peut la mesurer pendant, on peut la mesurer après. L'asset salarié, dans une entreprise comme la nôtre, on a des baromètres tous les ans, on peut faire des sondages intermédiaires en s'appuyant sur les RH, etc. C'est des choses qu'on peut aller mesurer. Donc, pour moi, l'idée n'est pas de dire qu'il faut des KPI propres à la transformation agile, il faut essayer de reprendre ce qui existait avant. L'agilité, le fait de changer la culture, de se rapprocher du client, d'augmenter les interactions, de réduire la notion contractuelle systématiquement, etc., ne doit pas être évalué en tant que tel, et je vais revenir sur ce détail après. On avait les mêmes personnes avant, on livrait des produits et on avait des clients avant. Donc en théorie, on doit faire la même chose après en fait. C'est juste qu'on le fait différemment. Et si la transfo a apporté ses fruits, on devrait avoir une augmentation de la SAT de nos clients, puisqu'on va délivrer plus vite, on va délivrer de la valeur plus pertinente. On devrait avoir une augmentation de la SAT de la salariée, puisque le contexte dans lequel ils vont l'exécuter, il sera plus bénéfique, plus profitable pour eux en termes de développement. Donc pour moi, les indicateurs qui étaient présents avant, ils doivent être les mêmes après. Je modère un point. On peut être amené à devoir mesurer la progression de notre évolution agile, sans que ce soit un KPI en se disant je suis là aujourd'hui, je dois être là demain.
Et c'est là où je m'éloigne de la notion de KPI. Je pense que les KPI qu'on a dans une entreprise pour mesurer ce que je vous ai dit, la SAT, etc., la Perfeco même, hein, enfin, j'ai envie de dire, la Perfeco ne doit pas changer avant-après. On ne sera pas moins cher après un passage vers de l'agilité. Par contre, on peut avoir besoin de mesurer la manière dont l'équipe va se déformer dans ce modèle-là. Et pour le coup, là, je trouve intéressant d'avoir un assessment autour de matrices de maturité, ce genre de choses qu'on peut concevoir, mais pas en se disant, l'idée, c'est que vous êtes aujourd'hui à 1 sur 5 sur tous vos paliers, vous devez être à 5 sur 5 demain. Ça n'a aucun sens, ça, par contre. Plus de se dire, OK, moi, je suis coach, j'ai des actions de formation, j'ai des actions de coaching à accompagner. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est où est-ce qu'on part, d'où est-ce qu'on part en tant que collectif. Est-ce que on se parle souvent? Et encore une fois, hein, c'est pas que parler de cérémonie. C'est pas est-ce que je fais une rétrospective. C'est est-ce que de temps en temps, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Est-ce qu'on se voit régulièrement? Est-ce qu'on échange régulièrement avec le client ou le représentant du client? On peut gommer toute la notion de PO, de cadre Scrum, de sprint, etc. La question, c'est est-ce que je délivre régulièrement, etc. Et à partir de là, on peut creuser, plutôt sous la forme d'interview, semi-directive, etc. Et régulièrement, faire cet assessment pour voir si l'équipe a un modèle qui se déforme et qui se déforme en se rapprochant de son idéal, du sien, pas de celui du coach, pas de celui du patron. C'est vraiment important parce que si on le déforme selon le modèle qui est souhaité autour, on n'atteindra pas les résultats de l'équipe. Et donc à partir de là, on va se dire, OK, l'ambition qu'on a, c'est de délivrer plus de valeur plus régulièrement dans des cycles courts. OK, on voit que le delivery aujourd'hui, quand on pose la question, les itérations ne sont pas cadrées, etc., on voit qu'on a un axe de travail dessus. Si l'équipe elle-même vous dit, moi aujourd'hui je délivre, le client est satisfait, je délivre régulièrement, c'est tous les temps de temps, etc., c'est pas au coach d'aller dire, attendez, je vais venir inspecter parce que là, votre sprint, il a duré 3 semaines plus un jour. Ah, ça va pas du tout, là, vous avez carton rouge. Ça, c'est contre-productif. Et là, on rentrerait dans le KPI. Vous voyez la différence pour moi? Donc, il y a les KPI de l'entreprise, de son pilotage elle-même, c'est les mêmes. Je veux dire, l'agilité est un moyen, on ne fait pas différent. On va livrer le même produit à la fin, sauf qu'on va le livrer plus régulièrement, plus vite, avec plus de feedback. Ça ne devrait pas nous coûter moins cher. Ça nous évitera juste de perdre de l'argent sur des mauvaises fonctionnalités. C'est pas pareil. Et globalement, la SAT, ça se mesure, quoi. La SAT des salariés, et ça se mesure de manière très régulière pour moi. On le fait sur la SAT client, il n'y a pas de raison qu'on ne la fasse pas sur la SAT salarié. Par contre, ouais, la matrice de maturité, c'est important pour savoir quels axes de formation ou de coaching on peut venir apporter à l'équipe en lui suggérant ça. Et ça, c'est vraiment essentiel. Plutôt sous cette logique-là, pour le coup. On a une question de Valentin par rapport à la notion qu'on abordait tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait pour embarquer le haut de la hiérarchie entre le moment où elle est sensibilisée, formée et le lancement du premier train. C'est un sujet très complexe. C'est un sujet très complexe parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, dans les modèles de grands groupes comme le mien, on va avoir tendance à faire émerger on va dire la culture agile de par le bas en disant soyez agile. Donc on a une injonction plutôt managériale qui va dire soyez agile et le terrain qui va se mettre à bouger. Et au bout d'un moment, on va avoir des problèmes pour passer entre les silos et là on va se dire hop, 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 hop. Ça, c'est la faute du top management. Maintenant, c'est à eux de bouger. Si on arrive comme ça, déjà, c'est pas la bonne approche. Parce que s'ils le font pas, c'est qu'ils sont pas convaincus que ça va apporter quelque chose. Faut pas oublier que ce sont le top management, c'est eux qui pilotent la boîte, hein, et qu'ils n'ont aucun intérêt à piloter la boîte pour l'amener dans un mur. Donc ça veut dire que en tant que coach, en tant que facilitateur, en tant qu'agiliste, on n'a pas forcément suffisamment maillé le réseau pour rendre ça une évidence pour eux. Alors c'est un sujet qu'on est en train d'adresser chez OBS en ce moment, et la stratégie qui est prise, c'est un petit peu celle qu'on évoquait tout à l'heure avec Olivier Zara et Simon Sinek, c'est de faire en sorte de trouver des early adopters dans le top management. Et il y en a toujours. Hein. Enfin, la loi de diffusion de l'innovation, elle existe, elle est valable pour n'importe quel groupe, donc vous allez en trouver. Ça veut dire que dans un codir de 10 personnes, vous aurez un ou deux que vous allez pouvoir embarquer avec vous et qui vont permettre d'infuser cette évolution de stratégie au sein du codir. Et au fur et à mesure, comme ça, il y a des petites graines qui vont se semer. Après, l'autre point qui me paraît essentiel, c'est de faire prendre conscience que ça ne se passe pas que chez nous, en fait.
Donc d'aller chercher à travers des learning expeditions, des retours d'expérience de clients, de sociétés qui sont sur le même secteur de marché, etc. Ça permet de faire prendre conscience de quel peut être le gap entre chez nous ou pas chez nous. Et ça peut le faire prendre cette conscience vis-à-vis du top management, mais aussi de ceux qui accompagnent. C'est-à-dire de se rendre compte que tout n'est pas non plus si vert à côté, ou que tout n'est pas si simple à côté. Quand vous prenez, je sais pas, n'importe quelle boîte, il y a énormément de temps entre la manière dont les choses se sont décidées, se sont mises en place. Un changement de culture, ça prend toujours du temps. Donc, c'est embarquer les ambassadeurs, les fameux early adopters, qui vont justement, de manière positive, infuser, si on veut prendre un vocabulaire moins fun du moment, contaminer les autres, si on peut le dire de manière positive, parce que ça va les embarquer, en fait. Ça va faire réagir, ça va faire réfléchir. Et puis, c'est comme ça que vous amènerez la large majorité. Et puis après, il y a un élément qui est déterminant, c'est de le leur faire vivre avec des éléments concrets. Ce sont des personnes qui pilotent des entreprises, ils ont besoin d'éléments concrets pour prendre des décisions, pour faire des choix. Et donc, leur dire, c'est une transformation culturelle, allez-y, il n'y a plus que vous, c'est pas suffisant. Ça représente quoi une transformation culturelle? Qu'est-ce que ça va impacter d'un point de vue opérationnel sur notre gouvernance? Il faut leur donner des éléments tangibles, concrets. Quand on leur dit on va modifier la manière, on va donner de l'autonomie aux équipes, plus de confiance, changer les modes de décision, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous allez arrêter de faire? Qu'est-ce que vous ferez à la place? Où est-ce qu'on a besoin de vous? Donc, il faut vraiment avoir ce rôle pédagogique, rassurer et rendre les choses concrètes. Si vous n'êtes pas concret avec des gens des personnes du top management qui ont l'habitude de prendre des décisions très rapides basées sur des faits, etc., vous passerez à côté, vous les amènerez pas avec vous. Et par rapport à la fin de la question de Valentin sur le lancement du premier train, c'est exactement ce que je viens de dire en prenant en compte l'écosystème. C'est-à-dire que l'écosystème de ce premier train, il n'a pas été choisi par hasard. C'était un train qui allait tirer tout un pan de l'innovation de la stratégie. La partie digitalisation de notre parcours client, notre parcours de commande. Donc ça veut dire que des innovators et des early adopters, vous en avez, je dirais pas plein, parce que vous avez toujours la même répartition, mais ils s'expriment haut et fort. Et cela, faut pas les lâcher. Donc c'est toujours aller chercher. Olivier Zarad dit dans son bouquin, vous trouverez donc la stratégie du thé, vous pourrez trouver plein de conférences. Il dit vous pouvez toujours essayer de forcer le trait en disant on y va tous maintenant et c'est comme ça marche avec un top management, ça marche avec des équipes, etc. Le truc qui va se passer, c'est que vous allez avoir une guerre de tranchées entre les innovateurs, les early adopters, les 16 premiers pourcents et les 16% de réfractaires. J'aime bien la manière dont il le dit et je peux déjà vous donner la fin de la bataille et le résultat de la bataille, ce sera les réfractaires qui gagneront. Donc ça ne sert à rien de cristalliser ce truc-là. Au contraire, il faut détecter les ambassadeurs, comme disait Zoé, les protéger, faire en sorte qu'ils puissent exprimer leurs convictions dans leur cadre, dans un cadre sécurisé, etc. Ça va finir par rayonner, d'où la fameuse stratégie du thé. Et en fait, derrière, les autres vont dire ouais, mais enfin, lui, il a réussi, il a été formé, il a été accompagné, pourquoi pas moi? Et c'est exactement par cette contagion-là que ça va se passer. On arrive à la fin de notre temps pour ce Maestrix et j'ai une dernière question qui n'est pas des moindres. De ton point de vue, de là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu penses pouvoir un jour dire que vous êtes arrivé réellement à transformer les manières de travailler chez Orange Business Services pour la rendre plus agile? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a c'est un apprentissage permanent en fait. Si on part du principe que de dire la transformation agile c'est un point A et à un point B on est arrivé, on se pose plus de questions, on a raté un truc parce que l'essence même de l'agilité c'est cette capacité à s'adapter au changement et à se remettre régulièrement en question. Donc ça veut dire que ce qu'on connaît aujourd'hui, si vous regardez un petit peu ce qui circule sur LinkedIn, sur tout ce qui se trouve autour de l'agilité, les nouvelles façons de travailler, l'intelligence collective, etc., vous allez voir que on ressort d'anciennes choses, on refait appel aujourd'hui à de la philosophie en entreprise pour faire émerger autour des choses sur le sens des mots, sur la valeur, les valeurs fondamentales, sur la manière de définir un processus de décision. On revient sur des basiques en fait. Et je pense que l'agilité, c'est justement cette capacité à systématiquement se prendre un temps d'arrêt, se dire ok, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on va explorer d'autre. Et donc pour moi, non, on n'aura jamais fini cette transformation agile. Je dirais que le point où on pourra dire on a moins besoin de nous,
c'est à partir du moment où on sentira qu'on a des collectifs à tout niveau qui sont autonomes pour se poser ces questions. Pas pour se dire je fais du Scrum, pas pour se dire je sais prioriser efficacement mon backlog produit, etc. Ça, je veux dire, c'est très facile. Dans la réalité, c'est très facile. Le truc, c'est de le faire dans la durée. Et pour ça, s'il n'y a pas ces temps d'arrêt en se disant qu'est-ce qu'on a raté là, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans notre collectif, comment on pourrait améliorer notre prise de décision, on peut toujours progresser. Et c'est d'ailleurs pour ça, et ça fait la boucle avec la question du début. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis 2,5, parce que j'aimais le work, je sais pas laquelle de vous deux a écrit le work in progress, mais pour moi, c'est là où il faut se situer. Si vous restez sur le 2,5, vous êtes sur le bon endroit, c'est-à-dire que vous vous posez systématiquement la question de comment vous pouvez continuer à vous améliorer. Et je pense que c'est l'élément essentiel. Génial, merci. Effectivement, chapeau pour la boucle. C'était parfait. Est-ce que tu as une dernière question peut-être, Zoé, ou comme on arrive au bout de... Ça va, moi j'ai eu pas mal de réponses, donc c'est parfait. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. C'était hyper intéressant et vraiment impressionnant de voir tous les apprentissages déjà que tu as pu tirer et surtout la mentalité dans laquelle tu restes pour les années à venir. Et de voir que voilà, c'est un work in progress, c'est un travail qui ne finira jamais. Mais c'est chouette de voir que là, tu es passionné et plein de gens te disent merci dans le chat. Donc merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci à tous. Ça a fonctionné cette transmission. Je vous remets les liens parce que je me suis rendu compte que je ne les avais pas mis. Les liens de nos prochains rendez-vous pour les prochains Maestrix. Je vous ai mis le lien vers le meet-up où il y aura toute la line-up. Je vous ai mis le lien vers notre chaîne YouTube et je mettrai ce replay avec Emmanuel et Zoé pour éventuellement, si vous voulez revenir sur des périodes où j'ai vu peut-être qu'il y en a certains qui ont dû partir en pause-déj ou quoi. En tout cas, vous l'aurez accessible. Et en tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. C'était trop merci à vous de passer cette heure ensemble et vraiment très intéressant. Et merci Zoé d'avoir co-animé ce Maestrix avec moi. Et puis merci à tous les participants qui vous êtes connus. Bonne fête de fin d'année. Et bonne fête de fin d'année. Bah ouais. J'annonce officiellement la clôture des Maestrix avec vous. La fameuse boucle. Et on se retrouve en 2022 pour de prochains événements. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.